À la fin des années 1980, tout cela ne semble pas si lointain, et pourtant, tout paraissait encore simplifié, malgré la guerre froide qui brûlait ses derniers feux sans que nous le sachions, et une organisation mondiale séparée en deux entre d'un côté les professionnels, l'Occident, de l'autre les amateurs, le bloc soviétique. Le cyclisme imposait grosso modo ses codes et ses rites, ses manies noires et son esprit fraternel. Y entrer, qu'on soit coureur ou suiveur, signifiait s'y plier. Non par soumission, mais par attachement sincère, du moins le croyais-je. Pour le jeune journaliste que j'étais à l'époque, je suis entré à l'Humanité en septembre 1986, 38 ans déjà. Comme pour tous donc, c'était comme ça et pas autrement. L'histoire et les habitudes, héritées des anciens, commandaient. Et la connaissance des secrets de famille octroyait à ceux qui les partageaient un passeport familial. C'était, selon les expressions, la famille du vélo, la bande, le milieu, la mafia. Après, mais seulement après, lors de nombreuses soirées qui jalonnent son apprentissage, lors des classiques ou des courses à étapes, le suiveur pouvait se taper sur le ventre et se vanter de savoir. L'important n'était alors plus seulement de savoir, mais de pouvoir se vanter de savoir. Et un peu plus tard, lorsque les années avaient usé les derniers mécanismes d'autodéfense, la vantardise de savoir se transformait en une raison d'être. La vantardise pour la vantardise, en somme, une gloriole à partager entre mecs, les coudes sur le zinc et les anecdotes plein les lèvres. Un style de vie, des mots pour le dire, de Blandin au simple scribouillard, l'éventail était large, et des professions pour l'assumer, journaliste, organisateur, chauffeur, etc. Par glissements successifs, le journaliste n'a alors plus qu'un lointain souvenir de son métier et des raisons pour lesquelles il décida un jour de se mettre derrière une machine à écrire pour raconter une échappée en exaltant la puissance souple d'une pédalée ou l'ardeur d'un caractère de champion. Ma première accréditation sur le Tour de France date de 1989, le duel épique et brutal entre Laurent Fignon et Greg LeMond, que le chronomètre final séparera de 8 secondes au profit de l'Américain lors du célèbre contre-la-montre vers les Champs-Élysées. Ce que j'avais découvert à l'époque semblait conforme à mon imagerie très prononcée du geste sportif et de son théâtre, le plus beau qui soit pour quelqu'un nourri d'exigences universelles, la France. Comment dire ? Tout était nouveau, mais rien ne m'était étranger. C'était en tout point semblable au cyclisme découvert dans les livres et longtemps fantasmé. Abel Michéa et Émile Besson dans l'Humanité, puis Pierre Chany et Antoine Blondin dans l'équipe, m'avaient enseigné à distance et par leur talent conjugué que le Tour, en son ampleur, était bien un monde en réduction qui, de tout temps et malgré les épreuves du XXe siècle, avait créé des personnages à sa démesure, drapés dans l'invisibilité de notre imaginaire. Depuis sa naissance, et plus encore depuis 1936 et les congés payés, les Français font allégeance au Tour de France. Dernier terrain d'expression collective authentiquement populaire et gratuit. Même De Gaulle ou Mitterrand avaient compris qu'il valait mieux le regarder passer sur le bord d'une route, en quidam illustre, parmi le peuple, que de parader dans la voiture du directeur de l'épreuve avec des Ray-Ban scotchés sur le nez. Suivez mon regard. Ainsi donc, le Tour comme dénominateur commun, le Tour comme société sans classe, le Tour plus fort que le statut social. En 1989, la magie du Tour était si forte encore que, dans ma grande naïveté, je croyais sincèrement vivre le début d'une aventure qui durerait toute la vie. Comment pouvait-il en être autrement ? Immuable depuis 1903, grand et grandiloquent, mythique et mystique, le Tour, pour moi, ne pouvait se concevoir autrement que dans un temps long, immensément long, à l'image de ces repas de famille de mon enfance qui s'étiraient du midi au soir, sans même s'apercevoir qu'on avait remis ça, mais en se disant « mince, on a remis ça ». Le Tour, c'était pareil. Début juillet, ça commence. Mais fin juillet, ça ne s'arrêtait pas vraiment. Quant au reste de l'année, il était partagé en deux. Écoutez bien. Fin d'été, début d'automne, on pensait encore à son dernier tour. Et dès octobre-novembre, avec la présentation officielle du nouveau tracé,
On repérait les lieux, les cols à découvrir, les étapes décisives. L'avant, déjà l'après, l'après, déjà l'avant. J'étais de cette école-là. Pourquoi alors utiliser l'imparfait, source de renoncement, comme si l'histoire s'écrivait déjà au passé ? Il y a toujours la perspective de juillet et la mémoire de juillet. Biorhythme singulier du suiveur qui ne s'attarde pas à en raconter la prédominance de peur d'être incompris ou raillé, comme si le tour servait de fil conducteur pour dater les grands événements de la vie du suiveur, de la vie des Français. Depuis 1903, le tour est une sorte de calendrier de la mémoire, un agenda de sa propre histoire, mais aussi un memento universel. On a tous daté sa date de naissance par la victoire d'un coureur sur le Tour de France. Sauf qu'en 1989, justement, je m'étais trompé. Croyant vivre le début de mon aventure avec la Grande Boucle, je ne pouvais évidemment imaginer que, en fait, j'en vivais la fin. Disons une certaine fin, le début de la fin. La banalisation était en marche et, accessoirement, la banalisation de ma propre passion aux yeux des autres. Qui l'eût cru ? L'épreuve se mondialisait, le fric commençait à couler à flot, Bernard Tapie était passé par là, les organisateurs surgissaient, et les ordinateurs, surgissaient, et les suiveurs, comme une lente gangrène, délaisseraient peu à peu le suivi des étapes chaque jour dans les voitures au cul des coursiers, au profit de la télévision, n'est-ce pas Pierre ? Bien installés dans les salles de presse, choyés par les villes accueils, petits buffets, boissons à volonté et cadeaux de bienvenue en prime. En 1989, je voyais donc le Tour comme une entreprise florissante, en pleine croissance, ce qui n'était pas faux, mais ce développement économique qui ne cesserait plus depuis n'était qu'une illusion d'optique. Pendant les affaires, il faut continuer à faire. Or, le Tour, tout occupé qu'il était à l'exaltation de son propre développement, ne voyait pas une chose élémentaire, une chose pourtant éclatante que le premier intellectuel de passage aurait distingué au moindre coup d'œil. Loin de poursuivre la longue ascension de son prestige, le Tour vivait tout simplement son apogée. Ces derniers feux d'une certaine histoire brûlaient, donc. Si j'avais eu la lucidité de tendre l'oreille, j'aurais perçu un chant du cygne. J'ai mis au moins 10 ans avant de le comprendre, et quelques années supplémentaires à l'admettre. À la fin des années 80, je n'étais pas parvenu à ce stade de la réflexion. Pourtant, je ne voulais pas perdre mon temps. Si suivre le Tour était un rêve absolu à assouvir, être accepté en tant que tel dans la famille du vélo m'apparaissait, sinon une tâche impossible, du moins un souhait audacieux. Le journalisme me prouva que non. Être de l'humanité ne suffisait pas, certes, mais l'honorabilité du titre, créé en 1904, un an après le Tour, constituait une sacrée carte de visite pour tout nouveau postulant. Rien d'étonnant à cela. Abel Michéa et Émile Besson, mes illustres aïeux à l'UMA, deux anciens résistants, donnèrent en effet au journal de Jaurès, dans des styles différents, ses lettres de noblesse en matière cycliste, politique et même littéraire. À tel point que l'UMA, dans la mémoire de la petite reine, compte pour certains tout autant, sinon plus, que l'Équipe ou le Figaro. Je cite pas Libé parce que c'est beaucoup plus récent, Libération. Lors de mon premier tour, je me souviens qu'Émile Besson, mon prédécesseur, m'avait présenté à Pierre Chany. Résistants l'un et l'autre, l'un communiste à l'UMA, l'autre gaulliste à l'Équipe, je me sentais bien au milieu de ces deux hommes, témoins d'une histoire que j'admirais au plus haut point. Leur camaraderie, entre eux, n'était pas du bidon. À mes yeux, il n'y avait pas de hasard. La témérité de leurs engagements comme leur fidélité à une certaine idée de la solidarité me mettait en joie. Mon admiration envers eux n'a jamais varié, bien au contraire. Le cyclisme était pour eux, comme pour moi, un point de raccordement, un croisement de valeurs qui dépassait le strict cadre sportif. Je n'ai jamais vu le Tour de France autrement. Qu'on ne s'y trompe pas. Le Tour nous trouble. D'abord parce qu'il est sans doute la plus ordinaire des aventures de l'extrême, mais aussi parce qu'il nous parle alternativement d'un pays proche, la France, et d'un monde lointain, l'idée républicaine universelle. Prenons bien la mesure. Si le Tour ne nous racontait que des histoires de sport et de sportifs, sa légende
mythologique qui a traversé plus d'un siècle et hanté bien des cerveaux humains les plus brillants, n'aurait pas atteint de semblables sommets. Et nous ne serions pas ici à nous lamenter sur une forme de déclin supposé. Autant l'avouer, l'envoûtement diabolique de la Grande Boucle a en apparence quelque chose d'inexplicable. Tout nous ramène aux hommes et à la France dans toute leur acception, à condition d'accepter qu'il y eut une idée, et dans l'idée même de l'édification de la France, une exception, et mieux encore, une exception républicaine. L'ordre épique, la géographie homérique, tout dans l'aventure du Tour conduit au mythe total, donc ambigu, tout à la fois un mythe d'expression et un mythe de projection. Ça, c'est Roland Barthes. Réaliste et utopique, et par-dessus tout, un mythe populaire comme il y en a peu. Curieuse alchimie française. Si l'idée d'organiser un tour cycliste reliant Paris à Paris via les principales villes de France répond, en 1903, pour le journal L'Auto, à des impératifs commerciaux, relancer les ventes du quotidien de l'époque, sa création concrète, replacée dans le contexte de l'époque, répond à une triple ambition. Patriotique, morale et pédagogique. En faisant connaître la France aux Français et en suscitant partout l'émulation, de l'énergie et de la volonté, le Tour va contribuer à une sorte de nationalisation de la société française, lui conférant une image d'unité, une unification par le sol, un sol mémoire de la nation. Nous imaginons peu aujourd'hui à quel point cette épreuve au début du XXe siècle contribua à sa manière à enseigner la France aux Français et à raffermir le sentiment d'appartenance collective au cœur d'un terreau politique où s'aiguisent les luttes sociales et où l'on croise quelques personnages hauts en couleur, Émile Combes, Jules Guesde, Clémenceau ou encore Jean Jaurès qui pense sérieusement à créer un journal. Ce sera l'Humanité un an plus tard. Héritier d'une espèce de tradition des compagnons, mais aussi imprégnant de la culture patriotique inculquée par l'école républicaine et les courants de pensée maçonnique qui aidèrent à la structuration et à l'implantation du rugby sur notre territoire, on en sait quelque chose par ici, le Tour rapidement imprègne la mémoire collective de générations entières, qui elles-mêmes, par la suite, en transmettront l'essentiel aux générations futures, et ainsi de suite. Grand livre mémoire de photos vécues, le Tour se feuillette à distance et en songe, mélange de nostalgie et de joie, et devient la pâte de tous, indispensable à la fermentation des familles du XXe siècle. Cette généalogie à la fois pieuse et ouvrière parvint donc jusqu'à nous, ce nous organiquement amoureux du Tour, généreux héritier du Tour, mais peut-être orphelin du Tour tel qu'on le connut, tel qu'on continuait à l'imaginer, tel qu'il devrait être, surtout. D'ailleurs, nous sentons-nous vraiment orphelins du Tour ou orphelins de ce que j'appelle la République du Tour? La nuance paraît superfétatoire, elle ne l'est pas. Périodiquement, l'épreuve mythique, avec ses vedettes de chair et d'os, souffrant le martyre, renoue avec les temps héroïques, disons ceux d'avant de la Première Guerre mondiale, du temps d'Henri Desgranges, son géniteur, lorsque les coureurs franchissaient la montagne dans la nuit ou faisaient le coup de poing avec les supporters de leurs adversaires munis de gourdins ou de revolvers. Le Tour était taillé à la machette, à peine une dizaine d'étapes interminables, avec une hygiène déplorable, du matériel de damnés et un règlement à faire frémir les plus courageux. Entendons-nous bien, il ne pouvait y avoir commémoration de mythes et légendes du Tour sans conférer à l'événement sportif, devenu institution nationale et intronisé lieu de mémoire à lui tout seul, la place qui lui revient dans l'élaboration et la consolidation d'une nouvelle vision de la République, née comme lui au lendemain de l'affaire Dreyfus. Il faut comprendre dans quelle mesure la Grande Boucle a partie liée avec le modèle républicain, dans quelle mesure la structuration symbolique et pratique de la République, comme le Tour et les attentes de la majorité des Français se sont longtemps trouvées en correspondance. Comprendre ainsi comment le Tour a contribué à dessiner les contours d'une France authentiquement hexagonale, puis d'une France européenne avec la passion de l'universalité. Le Tour, comme un miroir, nous ramène donc immanquablement au bouleversement de l'espace français et des idées qui le traversent pour
conjuguer tradition et modernité, unité et diversité, dans une France qui apprend non sans mal la profusion civilisatrice de la laïcité de l'époque. La liberté de conscience est toute neuve. La liberté géographique, elle, est encore une conquête. On apprend la géographie par la carte du Tour au début du XXe siècle, pas encore par les cartes Michelin. Au fil de son évolution, le Tour n'échappera pas aux soubresauts politiques et aux synthèses plus ou moins assumées de notre pacte républicain, forgé tout au long du XXe siècle et la plupart du temps enfanté dans la douleur des immédiates après-guerre. Ainsi, le Tour sera-t-il tantôt républicain et universel, tantôt et souvent nationaliste, parfois même régionaliste, deux versions d'une même idée, deux chemins potentiels, l'un allant assez peu avec l'autre, et pourtant, entre ombre et lumière, nous cherchons donc des traces d'uniformité de cette histoire souvent troublée. Ainsi, le Tour ne serait ni de droite ni de gauche, mais au service de quelque chose qui dépasse les périmètres classiques. Comme disait Blondin, la compétition sportive est parfois un domaine où l'on n'est jamais si bien servi que par les autres. À condition que ces autres, vus comme un corps social constitué, servent une idée, une raison d'être, un sens, un horizon. Or, qu'y a-t-il de commun entre le Tour de sa création en 1903 et celui de 1919, par exemple, après la boucherie ? Que peut-il y avoir de commun entre le Tour de 1936, apparition des premiers congés payés de l'histoire, et celui de 1947, première édition de l'après-Seconde Guerre mondiale ? Douceur du rêve, violence de l'utopie. Selon la façon naïve ou lucide dont on la considère, la grande boucle oscille entre un doux rêve infantile, notre rêve en été, comme l'écrivain Louis Nucera, et une réalité sans merci. Celle d'un modèle non politique de société, voulu par ses fondateurs, violent et plus mercantile que jamais, doublé d'une véritable apologie de la sélection naturelle, la glorification des plus forts. La personnalité même du fondateur, Henri Desgranges, en sa complexité, en dit long sur les racines françaises de la plus grande course cycliste du monde. La figure de cet homme nous renvoie à l'image d'un homme aux yeux noirs, profonds, dont le visage, dominé par une mâchoire carrée, est à peine soutenu par une chevelure déjà blanche tirée en arrière. « Il faut des héros », clame-t-il dans une langue châtiée, car Desgranges porte sur lui l'aristocratie bourgeoise. Son moteur, la volonté individuelle. Loin des idéaux républicains de la Troisième République, cet ancien clerc de notaire, devenu avocat, champion cycliste reconverti dans le journalisme, publia en 1894 un guide de préparation au métier de coureur qui restera un manuel de référence pour tous ceux qui conçoivent l'entraînement comme l'exercice quotidien de volonté. C'est une autre France, hein. Par ses articles nerveux et lyriques à la fois, Desgranges impulse donc l'esprit. Son sens de la formule s'impose vite dans le paysage. Érudit d'histoire, fasciné par l'Empire, mais surtout admirateur éperdu de Maurice Barrès, de la trilogie du roman de l'énergie nationale, Desgranges n'a guère l'esprit de système et répugne ouvertement à la philosophie, aux grandes abstractions théoriques. Nationaliste, Desgranges ? Assurément. Mais ce nationalisme de formation déclinera jusque dans les années 30 sur le Tour, en raison même de l'apprentissage de cette épreuve dont l'évolution devient de plus en plus universelle. Néanmoins, à la moindre escarmouche idéologique, le patron de l'auto reste volontiers syncrétique et émotif, prompt à se rétracter sur son précaré dans les énergies refuges du conservatisme catholique et militaire. Comme Barrès, il chante l'hymne de l'enracinement de cette terre qui nous donne une discipline. Il parle du Tour de France. Et si Barrès et son appel à l'énergie portent en quelque chose le Tour de France sur ses fonds baptismaux, Desgranges, dans son éditorial du 1er juillet 1903, titré « La semence », trouve finalement dans le Zola de la terre une évocation qu'il juge nécessaire et même indispensable, équilibrant et complétant la tonalité très barrassienne de ces rudes semeurs d'énergie. Avec le Tour, quand on pense au temps long, il y aurait donc deux France, deux branches d'un même arbre, deux racines inoculant la même sève. Le Tour, idée folle, ne serait donc que cette alchimie géniale, rassembleuse et régénératrice, éducative et toujours ouverte.
Dans cette France de l'après-Dreyfus qui consolide tant bien que mal ses fondations républicaines les plus nobles, le Tour va pouvoir réveiller des centaines de kilomètres de pays endormis, comme le souligne Desgranges en personne dans l'Auto, le 20 juillet 1903, au lendemain de l'arrivée du premier tour remporté par le petit ramoneur Maurice Garin. Plus conservateur que progressiste, c'est néanmoins sur ses deux jambes que le Tour avance et se développe durablement. Malgré la relative et très brève baisse de régime de l'épreuve à la fin des années 20, malgré la montée des périls en Europe, Desgranges éprouve toujours la même passion pour le Tour de France. À ses yeux, les coureurs sont les petits missionnaires de ce qu'il appelle une croisade annuelle. Un homme comme Henri Desgranges, ancien combattant lui-même, incarne d'ailleurs bien l'idée, courante à l'époque et difficile à admettre de nos jours, selon laquelle patriotisme et pacifisme sont deux idées qui vont de pair. Éclairé à la fois par son expérience vécue à la guerre et son amour du sport, son patriotisme étroit et agressif d'avant 14 s'atténua par la suite. Entre-temps, la caravane publicitaire et sa manne financière, qui ne se démentira jamais, a fait son apparition en 1930. De même que la TSF l'année précédente, même s'il faut attendre le début des années 30 pour que la radio ne s'impose comme un partenaire avec lequel les organisateurs et toute la presse écrite doivent cohabiter désormais. Imperceptiblement, le contenu des articles s'en trouve modifié, phénomène qui ne cessera de s'amplifier jusqu'à la mainmise actuelle de la télévision. À quoi bon raconter seulement ce qui se dit, ce qui se voit? Quel apport spécifique? Au cœur des années 30, tandis que de l'autre côté de la frontière avec l'Allemagne, un dictateur continue d'asseoir son pouvoir, la France offre au Tour l'une de ses plus belles conquêtes sociales, les congés payés. En 1936, les effets conjugués de la victoire électorale et des grèves permettent une conquête qui transforme en profondeur le quotidien du monde du travail. La conquête du temps, à travers les 40 heures de travail par semaine et les 2 semaines de congés payés. Ces derniers représentent en effet quelque chose d'extraordinaire, au point que cette revendication ne figurait pas dans le programme initial du Front populaire. Comme au début du siècle, l'espace ouvrier est encore, à cette époque, extrêmement cloisonné. Les échappées sont rares, apparaît alors cette possibilité ouverte, celle de sortir de son environnement. Une véritable découverte de l'espace extérieur, physiquement et individuellement, s'opère chez ceux qui ont pu bénéficier des congés payés. L'échappée belle des congés payés, elle se fera à vélo. À la question « Quelle est la meilleure chose qui soit arrivée au Tour de France dans son histoire ?» Jean-Marie Leblin, l'ancien patron de l'épreuve, qui ne passe pas pour un révolutionnaire, nous a toujours répondu les yeux dans les yeux « les congés payés ». Rien de plus vrai. Le Tour en juillet fera aussi sa gloire populaire, contrairement au Tour d'Italie et d'Espagne. Ah, le bel été 36, celui des premiers tandems sur les routes de France et la victoire du Belge Silver Maes, celui des camarades dansant sur les plages, celui des mômes rigolards découvrant les rivages normands et les odeurs iodées de l'espérance. Ah voilà, il y a de l'espérance. Celui des salopards en casquette effrayant les bourgeois, celui des auberges de jeunesse et de l'éducation populaire, celui qui scella le peuple avec la rue. Le vélo a bien changé lui aussi, ou plus exactement sa domestication. Stabilisé, il est fille de vitesse. Banalisé, l'objet change même de statut. De prouesse, il devient ivresse. Saccade de pensée. L'esprit tourne au rythme du pédalier et les rondeurs du propos intérieur se vérifient à la rugosité des terrains empruntés qui optimisent le verbe et le vocabulaire. Et quand il se transforme en moyen de transport ouvrier, par excellence, il devient vite le moyen d'appropriation active du temps libéré. Le Tour, le temps libéré, son instrument premier, son détonateur. De même qu'il y a toute une stratégie de réappropriation par le Front populaire du patrimoine géographique et historique, celui de la Révolution française en particulier, un regard nouveau est porté sur la culture et le sport. On est passé d'une ligne de révolution culturelle revendiquée à une ligne de démocratisation culturelle. Le Tour en sera. Dès 1937, 1938 et plus encore après-guerre, quand le Tour reprend ses droits en 1947, à l'heure de la reconstruction nationale et de l'effort collectif, ce sont des centaines de milliers de familles qui épousent la géographie de la Grande Boucle et acclament les coureurs à leur passage. Ce sera une constance à mesure que la France développera son réseau routier. Plus le Tour empruntera de nouvelles voies, de nouveaux tronçons, de nouveaux cols,
de départements jusque-là jamais visités par les boyaux des coureurs, et plus le peuple du Tour, dans sa diversité, sera nombreux pour le rendez-vous de juillet. Une autre forme de conquête sociale, celle de la passion populaire. Cette passion populaire qui aura un autre impact à la fois symbolique et philosophique, celui de l'incarnation dans la figure du coureur du Tour. Homme suant sur une machine, à l'image de l'ouvrier, du paysan. Le Français modeste s'incarnait dans la figure héroïque de René Vietto, de Raymond Poulidor, de Bernard Hinault. S'incarne-t-il toujours en voyant les ultra-professionnels Vingegaard et Pogačar de nos jours, acteurs jusqu'au boutiste d'un cyclisme en préfiguration d'un monde futur, mercantile au dernier degré, instrument de la science et de la surtechnologie? La question se pose. Le Tour, en mode onirique, fils du verbe et de l'écrit, du récit et du romantisme, est-il devenu un conte d'enfance, comme jadis nos tours d'enfance, qui vivent plus par la mémoire que par le réel? Autre question. Ultime aveu personnel avant d'achever. Après 35 Tours de France, je n'ai eu que 3 vrais amis dans le cyclisme professionnel. Des vrais compagnons de théorie et d'âme, j'ai presque envie de dire, par-delà nos différences idéologiques et même politiques. Cyril Guimard, Laurent Fignon et Éric Boyer. Guimard était coureur dans les années 70, puis après, il fut le directeur sportif que vous connaissez plus tard, jusque dans les années 90. Le regretté Laurent Fignon, pour lequel j'ai eu la chance d'écrire son autobiographie, a couru dans les années 80-90 et était organisateur de courses après. Éric Boyer, lui, a couru dans les années 80-90 avant d'être directeur sportif. Je vous assure, en citant ces 3 noms, j'ai l'impression de faire de la préhistoire. Tout est dit, non? Ou pas? Je vous remercie. Ça va, tu vas pas m'applaudir. Attends. Hop. Bah, tu prends ma place. On inverse. Bonsoir à toutes et tous, et merci de nous recevoir à Pamiers. Vous l'avez entendu dans les propos de Jean-Emmanuel, il y a dans ce soleil du mois de juillet, qui est le Tour de France, une part de crépuscule. Et tout amoureux du Tour a à la fois une excitation et une forme de désenchantement, ce qui revient à poser la question finalement assez ontologique, mais qu'est-ce que le Tour? Est-ce que le Tour du reste est du vélo? Est-ce que le Tour est autre chose? Et finalement, que venons-nous chercher dans tout cela? Pourquoi revenons-nous chaque année sur les routes du mois de juillet? Éventuellement, pourquoi allumons-nous notre télévision chaque année au mois de juillet comme une sorte de rituel profane? Et peut-être, accessoirement, que venons-nous chercher ce soir ensemble au moment de parler du Tour de France et d'échanger sur ce sujet? Je voudrais revenir sur un événement qui s'est déroulé le 14 juillet, il n'y a pas bien longtemps, et pas bien loin d'ici, c'était sur les hauteurs du plateau de Beille. Nous étions sur l'étape du 14 juillet, c'est-à-dire une étape placée sous le sceau d'une tradition assez nationaliste sur le Tour. Et ce jour-là s'impose au sommet de au sommet du plateau de Beille, Tadej Pogačar dans son maillot jaune. La dépêche du Midi nous annonçait ce jour-là 400 camping-cars garés sur le plateau et une estimation de 60 000 à 80 000 spectateurs disposés dans la montée finale. Autant dire un petit stade de foot. Ce jour-là, donc, Tadej Pogačar signe ce qu'on peut appeler un exploit, en tout cas une performance particulièrement marquante, comme il est finalement dans la grande tradition du Tour de France d'y assister. Le maillot jaune se détache, vainc son adversaire, en l'espèce Jonas Vingegaard, au terme d'un duel. Et puis, au sommet, ce jour-là, je vois des coureurs à la faveur d'un dispositif assez relâché de l'organisation qui n'avait pas suffisamment filtré les journalistes de la presse écrite et qui donc permettait d'accéder aux coureurs. Et les coureurs
étaient bien sûr fatigués car ils avaient enchaîné depuis le départ le col de Peyresourde, le col de Manté, le col du Porté d'Aspet, ce col si compliqué pour les Ariégeois qu'on appelle Agne ou Agnès, c'est ce qui rend ça... Je vous avais dit que c'était un col compliqué. Et la montée finale vers le plateau de Beille. Ce plateau de Beille, dont peut-être que certains d'entre vous l'ont emprunté à vélo, en voiture j'en suis sûr, car on y pratique du ski de fond au sommet. Ce plateau de Beille a été monté par Tadej Pogačar à la vitesse moyenne de 23 km/h et demi, c'est-à-dire un record. Et les coureurs, justement, à chaud, alors qu'ils étaient pulvérisés par l'effort, qu'ils tombaient au sol comme des chiffons, que l'objectif de Netflix, notamment, se précipitait sur eux pour filmer des images, finalement, qui nous rassemblent, hein, qui humanisent ce sport, les coureurs plaisantaient. Et j'étais assez frappé de cela, de l'ironie qu'ils avaient utilisée comme une sorte de nouveau langage entre eux. C'était des conversations qui n'étaient pas du tout destinées au micro des journalistes, puisque, comme je viens de vous l'indiquer, à ce moment-là, l'organisation filtre et empêche les journalistes d'accéder à ces moments encore finalement assez intimes et qui permettent d'avoir une idée de ce que les coureurs pensent véritablement dans leur cœur, dans leur âme et dans leur corps, eux qui viennent d'accomplir un si long effort. Et donc les coureurs plaisantaient et ils riaient. Et quand l'attaché de presse d'une équipe explique à ces coureurs qui viennent d'arriver et qui, par définition, n'ont aucune idée de ce qui s'est passé devant eux, que Tadej Pogačar a gagné avec telle avance, avec telle moyenne horaire, et qu'il a distancé son adversaire d'un écart particulier, qu'il a terminé au sommet très frais. L'attaché de presse, à ce moment-là, informe ses propres coureurs. Les coureurs se mettent à rire. Et j'ai écrit cela dans le journal. Quand j'ai par la suite recroisé les coureurs quelques jours plus tard, ils m'y ont fait allusion et j'ai cru qu'ils allaient me gourmander parce que ils voulaient peut-être garder pour eux-mêmes cette petite scène. Et au contraire, ils étaient très contents parce que, d'une certaine manière, on donnait à voir et entendre ce qu'ils pensaient vraiment. C'est-à-dire que tout ceci peut-être est une farce. Mais alors si c'est une farce, est-ce que c'est sérieux? Et que vont-nous nous chercher? Et c'est vrai que depuis les premiers temps, depuis cette grande histoire que Jean-Emmanuel a retracée, le Tour de France a vécu bien des vicissitudes, et notamment ici en Ariège, je fais référence par exemple à la question douloureuse du dopage. Le dopage est une tragédie pour le cyclisme, c'est aussi une chance. C'est une chance de rentrer très fort dans la question des pulsions, de ce qu'on aime, de nos aversions, des problèmes, des solutions, de la question de l'intime, de l'individuel, et puis de ce qui peut relever d'un problème collectif. C'est ce qui rend le Tour de France aussi assez pesant chaque année depuis un certain mois de juillet 1998. Et c'est ce qui le rend aussi complexe, finalement intéressant, peut-être humain, en tout cas intellectuellement et moralement très bousculant. Je change d'avis souvent sur le Tour de France. Je change d'avis une fois que mes papiers sont envoyés dans la nuance. Ce qui veut dire que je me trompe à peu près tout le temps, mais j'espère le moins possible. Et donc, je me posais cette question au sommet du plateau de Beille, mais qu'est-ce que nous étions tous venus chercher? Pourquoi étions-nous là? Et est-ce qu'il s'agissait d'une journée finalement extraordinaire pour le public qui est venu, pour les téléspectateurs qui ont regardé sous le soleil dans cette République du mois de juillet et dans la prolongation des congés payés? Est-ce qu'il s'agissait d'une performance qui était absolument scandaleuse et dont on a du mal à trouver les explications rationnelles? Les deux, les trois, qu'est-ce que nous avions vu ce jour-là? Quelques mois plus tard, c'était vraiment au début du mois d'octobre, à quelques jours de la présentation du parcours du Tour de France 2025, est tombé un sondage qui m'a beaucoup interpellé, qui a été réalisé par l'Institut Odoxa pour la radio RTL et un site de Paris qui s'appelle Winamax. Pardon, je fais peut-être de la publicité pour des sites de Paris. Non, alors le sondage était très très intéressant parce que un échantillon était interrogé sur son rapport à la figure du vainqueur du Tour, à savoir Tadej Pogačar. Alors, selon ce sondage, 75% des personnes ont une bonne opinion de Pogačar. 85% le trouvent spectaculaire. C'est un fait. 70%
pense qu'il est sympathique. Et cependant, et nous ne sommes qu'au début des paradoxes, 60% estiment que sa domination nuit au spectacle cycliste. Et, plus surprenant encore, 54% des sondés trouvent que ses performances sont suspectes. Ce qui signifie que parmi les 85% qui le trouvent spectaculaire, il y en a forcément un nombre très important qui doutent de ses performances. Peut-on aimer et douter à la fois ? Peut-on être dans le même temps exigeant dans une certaine idée que l'on se fait du sport, une éthique du sport, et néanmoins passionné ? Faut-il faire un choix entre une passion qui peut-être nous rendrait aveugles et une exigence telle qu'on finirait par ne plus regarder ? Dans tous les cas, vous aurez constaté qu'il y a la cécité en jeu, et donc la question peut-être qui se pose aussi, c'est comment regarder le Tour ? Et peut-on encore regarder le Tour ? Donc j'étais très étonné par les réactions contrastées évidemment au sommet du plateau de Bay, très surpris également par les résultats de ce sondage. Et puis je me rappelais de ces spectateurs avec qui je discute à l'occasion et qui disaient « mais moi finalement, sur le Tour de France, ce que je viens chercher c'est autre chose. Ce que je viens chercher, vous savez, le vélo, je connais un petit peu, mon grand-père en a fait, puis mon grand frère aussi ». Dans une époque notamment où le vélo était le sport numéro 1 et le transport numéro 1. Alors, que venaient chercher ces personnes comme ça qui se confiaient un moment partagé, le plaisir d'assister à un spectacle gratuit, évidemment. Jean-Emmanuel, tu mentionnais la caravane publicitaire qui est contributrice pour beaucoup dans le succès populaire du Tour de France. Rappelons-le, c'est un spectacle gratuit. Donc je vous le disais, aujourd'hui, il est impossible d'effacer et de frotter, même fort, ce qui est la tâche du dopage sur le regard que l'on porte sur le Tour. C'est certainement vain, et en réalité, il faut le prendre à bras-le-corps. En 1998, c'est ici, en Ariège, à Tarascon, qu'a eu lieu la première des 2 grèves sur le Tour de France, des coureurs qui protestaient alors contre ce qui était un grand déballage public, judiciaire, policier et médiatique. 10 ans plus tard, c'est toujours ici, en Ariège, à Lavelanet, qu'au départ d'une étape, Ricardo Rico a été interpellé par la police à la suite de ses contrôles positifs à l'EPO. Il a été d'ailleurs jugé par le tribunal de Foix et condamné. Le manager de Ricardo Rico, en 2008, s'appelait Mauro Gianetti, c'est un Suisse originaire du Tessin et qui aujourd'hui est le directeur de Tadej Pogačar. Donc il y a bien des périls dans cette histoire du Tour de France. Peut-on la réduire au dopage ? Non. Peut-on en faire abstraction ? Non plus. Alors par quel chemin chemine-t-on ? Finalement, le dopage n'est pas, à mon sens, son péril le plus mortel. Le Tour de France est engagé dans une course extrêmement dangereuse et dont l'actualité accélère le cours. Je pense en particulier, et ça c'est un constat absolument objectif et qui ne fait pas l'objet de spéculation, mais les écarts de niveau sportif aujourd'hui n'ont jamais été aussi grands entre les coureurs. De même, les écarts financiers entre les coureurs et les équipes n'ont jamais été aussi colossaux. À partir du 1er janvier de l'année prochaine, Tadej Pogačar émargera à un salaire de 9 millions d'euros annuels. Je précise également que son équipe est estimée avoir 50 millions à peu près de budget, quand, dans le même temps, la plupart des équipes d'un ventre mou du peloton tournent autour de 25 millions d'euros. Aujourd'hui, le peloton professionnel se perd en arguments, en disputes sur ce qui pourrait être une limitation du budget, mais pour l'instant, ce n'est toujours pas appliqué. À qui profite ce crime financier ? Tout d'abord, à des sponsors de peu de vertu, des sponsors État. Je pense à Bahreïn qui aujourd'hui possède une équipe cycliste. Je pense aux Émirats Arabes Unis, Team UAE, qui possède une équipe, et pas des moindres, il s'agit donc de celle de Tadej Pogačar. Nous pourrions également citer Astana au Kazakhstan, et enfin, bientôt, car c'est pour très bientôt, l'Arabie Saoudite, le pays où on décapite à tour de sabre et qui finira par avoir une équipe dans le peloton. Dans le même temps, aujourd'hui, le vieux cyclisme européen n'est plus capable de suivre la cadence du sport qu'il a créé et des compétitions qui se déroulent sur ces routes.
Nous avons bien des pétrodollars dans le cyclisme. Cela constitue, à mon sens, un problème bien supérieur à la question du dopage, ou plus exactement, un de ces catalyseurs, puisque la puissance financière, et nous le savons à travers d'autres exemples d'autres sports, empêche toute lutte sérieuse contre le dopage. Et puis, il y a la prise en main étonnante des coureurs cyclistes, une forme de déshumanisation dans un sport qui a été toujours très humain, un sport de contact et qui a fait que vous aimiez le cyclisme et que vous l'aimez peut-être encore. Aujourd'hui, les coureurs, les champions sont cueillis au berceau. À l'âge de 17 ans, ils ont des agents. À l'âge de 21 ans, ils peuvent gagner le Tour de France, quand autrefois, il fallait attendre 28 ou 30 ans. Nous pouvons penser qu'avec les nouveaux schémas de carrière, avec les nouveaux schémas de gestion d'une saison, le mot gestion est intriguant déjà, avec les schémas de gestion d'une course, eh bien, il y a gros à parier que les coureurs seront en burn-out à 25 ans et à la retraite à 28, c'est-à-dire à l'âge où naguère on gagnait le Tour de France. Naguère, c'était il y a 3 ou 4 ans. Alors vous comprenez, quand il y a autant d'argent en jeu, eh bien, l'image est aussi en question, et l'image doit être contrôlée, en particulier par les équipes, par les agents économiques. Quel récit vous propose-t-on ? C'est une question qui est fondamentale, pour laquelle je n'ai jamais la réponse, mais j'ai la conviction, en particulier depuis ces 3 ou 4 dernières années, qu'il faut trouver une nouvelle manière d'écrire le Tour de France. Que venons-nous chercher ? Alors, pêle-mêle, peut-être une esthétique, à défaut d'une éthique, peut-être la forme, à défaut du fond. Parce que le cyclisme, finalement, au Tour de France, encore plus le Tour de France, reste beau. Le mélange du corps et du décor. Le petit coureur fondu dans la nature, dans les Pyrénées, par exemple, c'est la prolongation du sublime dans la peinture romantique. La nature est plus grande que le coureur, et ce jour-là, le coureur va tenter de s'ériger à la hauteur de la nature. Les montagnes ne vont pas le broyer. Alors oui, un cycliste, ça peut être beau. C'est léger, un cycliste. Ça tient sur 1 centimètre de gomme de ses pneus. Or, il y a eu Jacques Anquetil dans sa position. Il y a eu Miguel Indurain. Certains disaient Eddy Merckx, d'autres Jan Ullrich. Aujourd'hui, pourquoi pas Remco Evenepoel ? D'autres viennent chercher ce qui serait une forme de communion sociale. Encore une fois, spectacle gratuit. Et puis un réconfort. Parce que dans ce cyclisme qui, en coulisses, tangue, bouge, dans des proportions vertigineuses, et pas forcément sur un chemin de grande moralité, il y a cette permanence du Tour, très rassurante. Alors oui, c'est Noël en juillet. Le Tour, c'est un autre Noël, avec des cadeaux sur la route, avec un spectacle transgénérationnel, les petits, les grands, transclasse, qu'on soit Geoffrey Roux de Bézieux, ancien patron du MEDEF, grand cycliste devant l'Éternel, ou qu'on soit ouvrier, on peut se retrouver, et peut-être même à la même buvette, même si, pour être précis, le Tour de France se sectorise à des villages pour les VIP, des survols en hélicoptère, et tente à chasser, au fil des ans, le peuple des caravanes. Néanmoins, c'est un événement, la nuance est importante, puisqu'on ne parle pas de vélo, on parle toujours du Tour de France. Le Tour de France permet d'accueillir toutes les classes sociales et toutes les générations. Donc un réconfort, on retrouve quelque chose aussi qui nous parle de notre enfance. C'est incroyable de constater à quel point le Tour est frappé d'une nostalgie, et peut-être d'une nostalgie parfois douce. On vient se rassurer, s'inquiéter, se rappeler que finalement c'était mieux avant, mais avant quand ? Quand nous étions adolescents ? Alors peut-être aussi que si nous sommes là, c'est parce que nous espérons. Nous espérons que ça sera aussi bien qu'avant, puisque
c'était mieux avant, ou alors que ça sera mieux tout court. On s'accroche. Et c'est le propre du vélo de s'accrocher, toujours. Et pour celles et ceux qui pratiquent le dimanche, ou qui ont même roulé en compétition, on s'accroche. Même lâché, à 8 minutes du peloton, on se dit que peut-être on va rentrer. Et il vaut mieux s'en convaincre, surtout si c'est faux. Alors, je m'accroche. Et c'est la raison pour laquelle, chaque année, depuis 2003, j'ai le plaisir et le bonheur de venir en Ariège sur une épreuve qui s'appelle la Ronde de l'Isard. La Ronde de l'Isard, dont je vois d'éminents représentants dans la salle, se déroule pas très loin d'ici, plutôt dans le Couserannais, autour de Saint-Giron. Mais elle s'agrandit. Aujourd'hui, elle touche toute l'Ariège, à telle enseigne que cette année, la dernière étape de la Ronde de l'Isard partait de Pamiers et se concluait à Saint-Giron. Alors, la Ronde de l'Isard est une épreuve qui est destinée aux 19-22 ans. C'est un Tour de France des jeunes, épreuve internationale. Et j'y vais chaque année en me disant que la jeune génération sera plus intelligente, plus belle, plus pure que la précédente. Est-ce que j'ai raison? Non, j'ai totalement tort, mais j'y crois. Et il faut y croire. Et c'est une épreuve extraordinaire en ce sens qu'elle est dépouillement. Au fond, elle n'a pas la grandeur du Tour de France, mais elle a tout ce qui a fait au début la sève du Tour de France, à savoir que les caractères s'y révèlent, à savoir que les jeunes souffrent. C'est une épreuve de souffrance consentie, bien sûr, mais néanmoins de sublimation. Et oui, les caractères s'y révèlent. Je me souviens en 2013 d'un coureur belge qui s'appelle toujours Louis Vervaeke et qui abandonne dans le froid terrible du printemps les lèvres bleues et qui monte dans une ambulance avec les gyrophares bleus. Et il était les doigts crispés sur son vélo, il n'arrivait pas à freiner dans une descente, tellement il avait froid. Il ne pouvait pas non plus tourner. Ce jour-là, des coureurs sont tombés de leur vélo. C'était un moment extraordinaire. Et pourquoi continuait-il? C'est toujours la même question. Qu'est-ce que nous cherchons? L'année suivante, Louis Vervaeke est revenu et il a gagné la Ronde de l'Isard. Il a pris le maillot jaune. Aujourd'hui, il évolue comme coéquipier de Remco Evenepoel, dont je vous parlais tout à l'heure. Il est passé professionnel. Je me souviens d'un autre coureur, toujours sur la Ronde de l'Isard. C'était en 2018, un jeune coureur suisse qui s'appelait Gino Meder, un jour où il pleuvait à verse. Oh, pas si froid ce jour-là, mais une pluie apocalyptique, des gerbes d'eau si puissantes qu'elles venaient fouetter le visage. Et qu'on ne sait jamais s'il faut mettre les lunettes et qu'on n'arrive pas à les essuyer, ou alors on retire les lunettes et alors l'eau entre dans les yeux. Gino Meder était échappé et il s'était imposé à Saint-Giron au prix d'une descente extraordinaire sur une route totalement détrempée en prenant tous les risques. Derrière lui, d'ailleurs, le peloton qui n'avait jamais réussi à rentrer a failli tomber plusieurs fois dans la dernière descente. C'était une étape héroïque. Gino Meder était un extraordinaire descendeur et par ailleurs, c'était un coureur très prometteur qui portait les espoirs du cyclisme suisse et qui portait des questions très intéressantes sur la place du cyclisme dans la société, qui était engagé par exemple sur la question du réchauffement climatique, qui commençait à poser des questions sur « mais tiens, c'est quand même bizarre que nous pratiquions ce sport si proche de la nature et néanmoins si gourmand de voitures, de kérosène, d'essence ». L'ironie du sort veut qu'il avait signé avec l'équipe Bahreïn et qu'il n'en était pas très content. Il avait l'intention de changer d'équipe, d'avoir un sponsor, disons-le, plus propre. Gino Meder était un excellent descendeur. Il est mort il y a 2 ans dans une descente sur le Tour de Suisse. Et finalement, je crois que ce qui me relie encore à ce sport-là, à cette culture, parce que le cyclisme, souvent, plus qu'un sport, est une culture. C'est le prix possible du sang versé. Et que là, il n'est plus possible de tricher. Le risque pris par les coureurs est réel. Et je crois que, évidemment, le salut du Tour de France passera par
un nouvel humanisme, par le fait qu'on remettra tout simplement le cycliste au centre d'un univers qui ressemble à cette figure bien connue de la Renaissance, de l'homme au centre de l'univers. Tiens, ça ressemble à une roue de vélo. Il faut remettre le cycliste au centre de son propre univers. Le chantier est colossal. J'aurais voulu que Thibaut Pinot aille à la Ronde de l'Isère. Ce coureur, en 2019, à l'âge de 19 ans, gagne une autre épreuve de référence, qui est le Tour du Val d'Aoste. Aucun Français ne le gagnait d'habitude, parce que c'était une course qui était gangrénée par le dopage. Et à l'époque, on disait, oh, c'est un constat bien commode, que les Français ne se dopaient pas, donc ils ne pouvaient pas gagner les grandes courses. En 2019, Thibaut enfonce un coin dans cette malédiction. C'est-à-dire qu'on peut être français et gagner, propre et gagner. Vous voyez ? C'est un nouvel espoir. J'ai dit 2019, c'est 2009. Ça se passe en 2009. Ça se passe en 2009. Ouais. Et Thibaut n'est jamais venu sur la Ronde de l'Isère parce qu'il est passé professionnel aussitôt après. Et son rêve, c'était de gagner le Tour de France à 30 ans et puis de tout arrêter, prendre le micro sur les Champs-Élysées et dire « merci pour tout, j'arrête ». Parce qu'il savait que derrière, alors ça serait difficile. Il savait que ce qui est difficile à réaliser une fois est quasiment impossible à accomplir 2 fois. Il en rêvait. Il a presque fait. Tout est dans le presque. Ça s'est passé où ? Encore une fois, pas loin d'ici. Prat d'Albis, sur les hauteurs de Foix, lieu de départ des parapentes. Il lâche Egan Bernal, et on se dit qu'alors, oui, pour la première fois depuis Laurent Fignon, Bernard Hinault, 85, 89 presque, 89 presque, et en tout cas 85 derniers Français vainqueurs. Bernard Hinault, peut-être, voilà, Thibaut. Est-ce qu'il aurait gagné ? La question est extraordinaire, parce que le failli, le presque, c'est toujours pas la victoire, n'est-ce pas ? Lui-même ne sait pas, et tout le monde se fait une représentation de ça. Et je me suis beaucoup accroché à Thibaut parce qu'il incarnait quelque chose de très neuf, de très très neuf, dans une longue séquence. Et en même temps, il était dans la perpétuation du perdant magnifique. Tu as cité tout à l'heure René Vietto, l'homme qui s'est quand même sectionné un orteil et qui l'a mis dans du formol. On parlera évidemment de Raymond Poulidor, qui a presque gagné le Tour, là aussi, pas très loin d'ici, dans la descente d'Envalira. Mais il n'a toujours pas gagné. Et puis, on pourrait parler encore avant d'Eugène Christophe, le forgeron de Sainte-Marie de Campan. On pourrait parler, dans un tout autre registre, de Richard Virenque, qui a presque. Les coureurs du presque sont des coureurs assez intéressants, et il n'est pas anodin de se dire que le public aime beaucoup les perdants. Je me suis souvent demandé ce que je venais chercher, et dans ces années-là, je crois que la figure même de Thibaut Pinot a été une des réponses. Et je dois confesser que lorsqu'il a pris sa retraite, j'ai pleuré. Alors, j'avais l'impression que se refermait une porte, une parenthèse enchantée, un moment qu'on ne revivrait plus. Mais bon, je continuais sur le Tour de France en juillet et sur la Ronde de l'Isère au mois de mai. Je continue d'y croire. Est-ce que j'ai tort ? Peut-être. Pinot était unique, mais il n'était pas le seul. Il y en a eu avant lui, et il y en aura d'autres. On parle de coureurs étonnants, différents. Pinot vivait dans une ferme et avait refusé d'aller en Suisse pour bénéficier de l'attrait de la fiscalité, qui était pourtant très proche de chez lui, en Franche-Comté. Et il continue de faire son jardin, de se casser le dos, en plus de se casser les jambes à l'entraînement. Mais on trouve encore des coureurs aujourd'hui qui sont aventuriers, qui sont à la fois très simples et qui nous inspirent, qui peuvent nous inspirer. Je pense à un coureur qui vient des Pyrénées, Atlantiques cette fois, qui s'appelle Tom Dovenwirth, nom de famille alsacien, et qui rejoindra l'année prochaine l'équipe Groupama FDJ, tiens, celle de Thibaut Pinot. Bon coureur, bon chasseur d'étapes. Et puis je pense à un autre Français, un peu plus jeune,
qui s'appelle Paul Sexas et qui, à 18 ans, avait déjà des meilleurs résultats que Thibaut Pinot chez les jeunes. Et voilà, peut-être que ça sera lui, le premier Français vainqueur du Tour de France depuis 1985. Donc cette histoire de boucle, grande, petite, on continue d'espérer. Je vous remercie. Eh bien, merci de votre participation à cette conférence. Donc, notre prochain rendez-vous aura lieu donc le 7 mars 2025. Nous évoquerons la réindustrialisation de la France. Donc, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et encore merci à nos deux conférenciers de ce soir parce qu'ils ont partagé quelque chose de remarquable.